La voix de ma fille a tranché l'air climatisé glacial du supermarché comme un coup de fouet sur mon dos. Ne me suis pas vieux. Tout le monde va penser que tu es mon père. Je m'appelle Michel Rousseau, 68 ans de vie dure et de victoire silencieuse. Et dans cette allée de produits importés, j'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde avant de reprendre avec un rythme différent. Elle ne le savait pas, mais ce cri venait de réveiller un homme que j'avais laissé s'endormir depuis trop longtemps. J'ai toujours aimé faire les courses. Pour moi, choisir une tomate bien mûre, sentir le parfum du basilic frais ou tâter un avocat pour savoir s'il est à point, ce n'est pas une corvée, c'est une thérapie. Mais aujourd'hui, je n'étais pas au marché de quartier où tout le monde me connaît comme Michel, le roi des quiches et des terrines. J'étais à la grande épicerie, ce supermarché chic du 7e arrondissement, où le sol brille tellement qu'on a presque honte de marcher dessus et où le prix d'un morceau de comté paie les courses d'une famille entière pendant une semaine. J'y étais allé parce que je voulais acheter une huile de truffe spécifique pour préparer une blanquette de veau dimanche. Je voulais faire une surprise à Camille, ma fille unique. J'étais habillé à ma façon, un pantalon en coton beige bien repassé, à cause de la chaleur qui régnait dehors, mes chaussures de marche orthopédiques qui ont connu des jours meilleurs et un sac en tissu que j'avais acheté au marché. Mes cheveux blancs étaient coiffés simplement, sans teinture, sans artifice. Je suis ce que je suis. Je n'ai jamais eu besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Mais là, dans cet environnement de femmes chic, en tenue de sport de marque et lunettes de soleil sur la tête, je faisais tache, et je le savais. Seulement, ça ne me dérangeait pas. Du moins, ça ne me dérangeait pas jusqu'à ce que je voie Camille. Elle était dans le rayon des vins, riant fort avec deux amis que je n'avais jamais vus de ma vie. Camille était impeccable, je dois l'admettre. Les cheveux parfaitement lissés, le maquillage impeccable, une robe qui devait coûter ce que je gagnais en un mois de travail acharné dans mon ancienne entreprise de traiteur. Elle tenait une bouteille de vin que je savais être hors de prix. Mon cœur de père s'est réchauffé. On est bête, n'est-ce pas? Même en sachant qu'elle reste distante, qu'elle répond à peine à mes appels, voir son enfant bien habillée et souriante donne une sacrée fierté. J'ai accéléré le pas, poussant mon caddie qui ne contenait que l'huile et un paquet de pâtes. Je voulais lui faire la bise, lui demander si elle viendrait pour le déjeuner de dimanche. Camille, ma chérie, ai-je appelé avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est là que c'est arrivé. Son sourire est mort instantanément. Les amis m'ont regardé, puis elle, avec ce sourcil arqué de celle qui juge jusqu'à l'âme. Camille est devenue rouge. Pas rouge de timidité, mais rouge de colère. Elle a posé la bouteille dans son caddie avec force et est venue vers moi, mais pas pour me serrer dans ses bras. Elle venait pour m'arrêter. Ne me suis pas vieux. Elle a crié assez fort pour que la musique d'ambiance douce du supermarché semble disparaître. Éloigne-toi de moi, tout le monde va penser que tu es mon père. Quelle honte. Le temps s'est arrêté. J'ai senti les regards. J'ai senti le poids des yeux de chaque employé, de chaque client brûler ma peau. Un agent de sécurité qui arrangeait des cartons s'est arrêté et m'a regardé avec pitié. Ce regard de pitié a fait plus mal que le cri. Ma main tremblait en tenant la barre du caddie. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, pour dire « Mais Camille, c'est moi ». Mais la voix n'est pas sortie. Ma gorge était nouée par un nœud sec et douloureux. Elle s'est retournée vers ses amis, riant nerveusement et a dit fort « Ces gens s'en gênent, hein ? On leur donne quelques euros dans la rue et ils pensent pouvoir nous suivre au supermarché. » C'est n'importe quoi. Ces gens, quelques euros. Les mots ont résonné dans ma tête, cognant contre les murs de ma mémoire. Je me suis souvenu quand elle était petite et qu'elle a eu 40 de fièvre. Qui est resté 3 nuits sans dormir, avec des compresses humides sur son front? Moi. Je me suis souvenu quand sa mère est décédée et que je me suis retrouvé seul, avec des dettes jusqu'au cou et une enfant de 5 ans, qui s'est levée à 3 heures du matin pendant 20 ans pour préparer des quiches, des terrines et des vols au vent à vendre, se brûlant les bras dans les fours, ayant des varices aux jambes à force de rester debout. Moi,
Tout le luxe que Camille affichait là, la voiture qu'elle conduisait, l'appartement où elle vivait, les études à Sciences Po qu'elle avait faites, tout venait de la farine, du beurre et de la sueur de ce vieux. Tout est sorti de mes mains, qu'elle regardait maintenant avec dégoût, parce qu'elles avaient des taches de vieillesse et des callosités du travail. Je suis resté immobile au milieu de l'allée. Une larme têtue a coulé sur mon visage, chaude et salée. Je l'ai essuyée rapidement du revers de la main. Non, je n'allais pas pleurer, pas devant ces gens, pas devant elle. Camille a tourné les talons et a continué à marcher avec ses amis, comme si j'étais un sac poubelle abandonné sur le trottoir. « Allons de l'autre côté, les filles », je l'ai entendu dire. L'odeur de naphtaline est arrivée jusqu'ici. J'ai respiré profondément. L'air est entré dans mes poumons, apportant l'odeur artificielle de nettoyant du supermarché. Mais au fond, j'ai senti l'odeur de ma propre dignité. Je suis Michel Rousseau. J'ai construit un empire de traiteurs dans cette ville. J'ai vendu mon entreprise pour une fortune il y a 2 ans, et personne ne le sait, même pas Camille. Elle pense que je vis de ma retraite de l'État et de l'aide qu'elle dit me donner, mais qui en réalité est de l'argent que je dépose moi-même sur son compte chaque mois, pour qu'elle le gère pour moi, juste pour qu'elle se sente utile. L'ironie de la situation a commencé à remplacer la douleur. Camille était là, remplissant son caddie de fromage français affiné, de charcuterie italienne et de vin de grand cru. Des choses qui coûtaient des centaines, peut-être des milliers d'euros. Et elle allait payer avec quoi? J'ai porté ma main à mon sac en tissu et j'ai senti le portefeuille à l'intérieur. Dedans, dans un compartiment discret, se trouvait la carte de crédit noire sans limite, la carte titulaire. Celle que Camille portait dans son portefeuille, la carte additionnelle, était directement liée à mon compte. C'était moi qui payais la facture tous les 5 du mois. C'était mon argent de quiche qui soutenait sa pose de princesse. J'ai regardé le plafond du supermarché, puis mes mains. Elles tremblaient moins maintenant. La tristesse profonde, cette sensation d'avoir échoué dans son éducation était toujours là, lourde comme une encre dans ma poitrine. Mais avec elle naissait une détermination froide. J'ai toujours tout donné à Camille. Je n'ai jamais dit non. Je pensais qu'ayant eu une vie si difficile, ma fille méritait d'avoir une vie de princesse. Je voulais lui épargner la souffrance, le travail dur, l'humiliation de la pauvreté. Et qu'ai-je créé? J'ai créé une femme qui a honte de son propre père parce que je ne corresponds pas au décor de sa vie. J'ai créé un monstre qui humilie un vieil homme en public pour impressionner 2 inconnus. Mais on dit qu'il n'est jamais trop tard pour éduquer, n'est-ce pas? Si je n'ai pas enseigné avec amour et exemple, peut-être que la vie enseignera avec un peu de réalité. J'ai vu le directeur du magasin passer, Monsieur Robert. Il me connaissait d'avant, de l'époque où je fournissais les amuse-bouches pour les réceptions de fin d'année de la chaîne de supermarchés. Il ne m'a pas vu là, caché derrière une pile de cartons de Panettone. Tant mieux. J'avais besoin d'être invisible encore quelques minutes. J'ai recommencé à pousser mon caddie. Mes pas, auparavant traînant sous le poids de l'humiliation, étaient maintenant fermes. Je n'allais pas partir. Ah non, j'allais terminer mes courses. J'allais acheter mon huile de truffe et j'allais passer à la caisse. J'ai suivi Camille de loin, gardant une distance sûre, camouflée entre les rayons. Je l'ai vu mettre de plus en plus de choses dans son caddie. Un pot de caviar. Du caviar. Mon Dieu, cette fille n'aime même pas le poisson. Tout était du théâtre. Tout était apparence. Elle riait fort, jouait avec ses cheveux, parlait de voyages à New York qu'elle n'avait jamais fait, mais qu'elle prévoyait de faire avec ses économies. Quelles économies, Camille? Le seul argent qui existe vient de moi, et tu n'as jamais préparé une seule quiche. À chaque article superflu qu'elle mettait dans son caddie, ma décision se renforçait. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance, c'est pour les gens amers. Et je ne suis pas amer, je suis juste. Et ce qui se passait là était une injustice terrible, non seulement envers moi, mais envers la vérité. Je suis arrivé au rayon fruits et légumes. J'ai choisi les plus belles pommes avec calme. Une dame âgée à côté de moi, également très âgée, m'a souri. « Les fruits sont magnifiques aujourd'hui, n'est-ce pas, mon petit ?»« Ils le sont, madame, » ai-je répondu en souriant. « La vie aussi peut être belle si on sait choisir ce qu'on met dans son panier. »
La dame a acquiescé sans comprendre le poids de mes paroles. J'ai continué mon observation. Camille et ses amis se sont dirigés vers les caisses. Il y avait 3 caisses ouvertes, une prioritaire avec une petite file de personnes âgées et 2 normales. Bien sûr, Camille, dans son arrogance de jeunesse éternelle, est allée à la caisse normale, la plus vide. Elle a commencé à poser ses achats sur le tapis. La montagne de produits chers grandissait. La caissière, une jeune femme avec l'air fatigué, a commencé à scanner les articles. Le bip de la machine sonnait comme un compte à rebours. J'ai respiré profondément, j'ai ajusté ma chemise, j'ai redressé la tête. Le vieux qu'elle méprisait tant était sur le point de faire quelque chose qu'aucune de ses amies riches ne ferait jamais. J'ai marché tranquillement jusqu'à la caisse à côté, la prioritaire. La file avançait rapidement. Pendant que j'attendais mon tour, j'observais la scène latéralement. Camille était radieuse, bavardant avec ses amis, ignorant complètement le montant qui grimpait sur l'écran de la caisse. « Ça fait 1450 €, madame », a dit la caissière à Camille. Les amis ont écarquillé les yeux, impressionnés. Camille, avec un sourire de celle pour qui ce n'était rien, a ouvert son sac de marque. « Bien sûr, ma belle, passez en carte. » Elle a sorti la carte dorée, brillante, la carte additionnelle du comte de Michel Rousseau. Mon cœur a battu fort, pas de peur, mais d'anticipation. J'avais déjà sorti mon téléphone de mon sac en tissu. Mes doigts, qui avaient roulé des milliers de pâtes à tarte, glissaient maintenant avec agilité sur l'écran de l'application bancaire. La technologie est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Autrefois, il fallait aller à l'agence, parler au directeur, signer des papiers. Aujourd'hui, d'un toucher, on résout sa vie ou on complique celle de ceux qui le méritent. J'ai vu la jeune femme insérer la carte dans le terminal. Camille a tapé le code avec son ongle, frappant les touches. Traitement en cours. J'ai regardé mon téléphone. Le bouton blocage temporaire carte additionnelle brillait sur l'écran comme un phare. Je n'ai pas hésité. Mes doigts calleux mais fermes ont touché l'écran. Blocage effectué avec succès. À la caisse d'à côté, le terminal a bipé. Un son laid, grave. « Madame, c'est refusé », a dit la caissière sans grande émotion. « Comment ça ?» Camille a ri nerveusement. « Ça doit être une erreur de la machine. Réessayez, c'est une carte noire, il n'y a pas de limite. » La jeune femme a soupiré et a réessayé. Moi, dans la file à côté, je posais déjà mon huile et mes pâtes sur le tapis. La caissière, une dame sympathique appelée Jeanne, m'a souri. « Bonjour, papy », a-t-elle dit avec affection. « Bonjour, ma jolie. » Le deuxième bip du terminal de Camille était plus fort, ou peut-être était-ce juste mon imagination. « Refusez à nouveau, madame. Vous voulez essayer une autre carte ?» Le silence est tombé sur le petit groupe d'amis. Le sourire de Camille a vacillé. Elle a commencé à fouiller dans son sac, cherchant une autre carte, mais je savais qu'elle n'en avait pas. Les autres étaient au maximum, ou c'étaient des cartes de débit sans solde. La source, la seule vraie source, venait de se tarir. « Ce n'est pas possible », a-t-elle crié, perdant sa pose de femme élégante. « Votre système de merde est en panne. J'ai de l'argent. Vous savez qui je suis ?» Les gens dans la file ont commencé à grogner. La honte changeait de camp, mais le spectacle ne faisait que commencer et j'avais la meilleure place dans le public. Juste là, dans la file prioritaire, à moins de 2 mètres, j'ai fini de passer mes courses. « Ça fait 35 €, monsieur », m'a dit Jeanne. J'ai ouvert mon portefeuille, sorti ma carte, l'originale, la titulaire. « Vous pouvez passer en carte, ma petite. » Le son de mon approbation a été un bip joyeux. J'ai pris mon sac. Camille transpirait à grosses gouttes maintenant. Les amis avaient déjà fait un pas en arrière, se distançant de l'embarras. « Madame, si vous ne pouvez pas payer, je vais devoir demander d'annuler l'achat et de libérer la file, » a dit la caissière, déjà impatiente. Camille a regardé autour d'elle, désespérée, et c'est alors que ses yeux ont rencontré les miens. J'étais debout, tenant mon simple sac avec ma chemise en coton et mes vieilles chaussures. Je ne souriais pas, j'étais serein. Nos regards se sont croisés. Elle a vu la carte noire dans ma main, la jumelle de celle qu'elle tenait inutilement. La reconnaissance sur son visage a été lente, comme si son cerveau refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Elle a regardé ma carte, puis la sienne, puis moi. Sa bouche s'est légèrement ouverte.
J'ai fait un pas vers elle. Pas pour la sauver, pas pour payer la note, mais pour dire la phrase qui resterait gravée dans sa mémoire bien plus que ce cri dans l'allée. Je me suis approché tout près, ignorant les amis qui me regardaient, avec un mélange de dégoût et de curiosité. Je me suis appuyé au comptoir de sa caisse. J'ai posé ma main sur les achats luxueux qu'elle ne pouvait pas emporter. Il semble que les quelques euros qu'on gagne dans la rue n'aient pas suffi aujourd'hui. N'est-ce pas, mademoiselle? Ai-je dit d'une voix calme mais ferme comme du roc. Camille a pâli. Elle a ouvert la bouche pour parler, papa, mais je l'ai coupée d'un regard. Je me suis tourné vers la caissière qui me regardait, confuse. Mademoiselle, vous pouvez annuler son achat. Je crois qu'elle ne prendra rien aujourd'hui. J'ai tourné les talons et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Mon cœur battait la chamade, mais mes jambes étaient fermes. J'ai entendu le brouhaha derrière moi, entendu Camille bégayer, mais je ne me suis pas arrêté. La première leçon venait d'être donnée, mais le cours intensif de réalité ne faisait que commencer. En sortant par la porte automatique, j'ai senti le soleil sur mon visage et j'ai su. Michel Rousseau était de retour aux affaires, et l'affaire maintenant était d'enseigner le respect. Je suis monté dans un taxi avec les jambes encore tremblantes, mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était ce tremblement qu'on a après que l'adrénaline redescend, vous savez. Le chauffeur, un homme sympathique qui écoutait du jazz à bas volume, m'a regardé dans le rétroviseur avec inquiétude. « Vous allez bien, monsieur? Vous voulez que j'augmente la climatisation? Il fait une chaleur à crever dehors. »« Je vais très bien, mon ami, » ai-je répondu. Et pour la première fois de la journée, ma voix est sortie limpide, sans cet étouffement de pleurs. Vous pouvez mettre le cap sur Montreuil, j'ai juste besoin de rentrer chez moi. Pendant que la voiture fendait la circulation de la ville, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Il vibrait sans arrêt, c'étaient des messages et des appels de Camille. « Papa, réponds. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, tu ne peux pas faire ça. » Curieux comme le mot « vieux » a disparu de son vocabulaire rapidement, laissant place à un papa désespéré. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement retourné l'appareil écran vers le bas sur mes genoux et je suis resté à regarder le paysage urbain défiler par la fenêtre. Je suis arrivé chez moi, dans ce pavillon de banlieue, avec son petit jardin et son carrelage rouge que j'avais aidé à poser il y a 30 ans. Le silence de mon salon m'a embrassé. Ce n'était pas un silence de solitude, comme j'avais l'habitude de le ressentir avant. Aujourd'hui, c'était un silence de sanctuaire. J'ai laissé le sac avec l'huile et les pâtes sur la table de la cuisine et je suis allé directement dans ma chambre. J'avais besoin de comprendre l'ampleur du désastre. J'avais besoin de voir la réalité nue et crue, sans le filtre de l'amour paternel qui m'avait toujours aveuglé. Je me suis assis dans mon fauteuil de lecture, j'ai mis mes lunettes et j'ai ouvert l'application bancaire à nouveau. Cette fois, pas pour bloquer, mais pour enquêter. Je ne regardais toujours que le solde final. Je faisais confiance, pensant que Camille dépensait pour des choses nécessaires ou des investissements pour l'avenir, comme elle le disait. Mais là, avec l'esprit froid de quelqu'un qui venait d'être humilié en place publique, j'ai commencé à ouvrir relevé par relevé, extrait par extrait des 12 derniers mois. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas juste du luxe, c'était du gaspillage. Des restaurants où un plat coûtait 150 €, 3-4 fois par semaine, des boutiques de marque, des salons de beauté, des instituts de soins, des billets d'avion pour des week-ends à Deauville ou à Biarritz. Et le pire, des retraits en liquide, des montants élevés, 1500, 2000 € retirés aux distributeurs automatiques en pleine nuit. Où allait cet argent? J'ai eu un vertige. J'avais créé une parasite. La faute était mienne, bien sûr. J'avais arrosé la mauvaise plante avec trop d'engrais, mais pendant que je faisais défiler l'écran, voyant l'argent de ma sueur s'écouler dans le drain de sa vanité, quelque chose a changé en moi. La tristesse a laissé place à cette vieille flamme que je ressentais quand un fournisseur essayait de me livrer de la marchandise avariée au traiteur. C'était Michel, l'entrepreneur, qui se réveillait. Je me suis levé du fauteuil et je suis allé à l'armoire. Au fond, derrière les boîtes à chaussures et les manteaux en laine que je n'utilisais presque jamais,
Il y avait un petit coffre-fort encastré dans le mur. J'ai tourné la combinaison, la date de naissance de Camille, ironiquement, et la porte lourde s'est ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux ni d'or. Il y avait du papier, il y avait du pouvoir. J'ai sorti un dossier en cuir marron, usé par le temps. Dedans se trouvaient les documents de vente de Saveurs et Délices, mon entreprise de traiteur, le contrat de vente au groupe international qui avait acheté ma marque, les papiers des biens immobiliers que je possédais, 3 appartements dans le sud de Paris, 2 locaux commerciaux dans le centre et un terrain sur la côte. Tout était loué, tout générait des revenus passifs qui tombaient dans un compte d'investissement auquel je ne touchais jamais. J'ai tenu ces papiers et j'ai senti leur poids. Camille pensait que je vivais de ma retraite de l'État et d'une petite réserve. Elle n'avait aucune idée que son père, le vieux en chemise de coton, était millionnaire. J'avais caché cela par peur. Peur qu'elle perde le cap, qu'elle devienne la cible de profiteurs. Mais l'ironie est cruelle. J'avais caché l'or pour la protéger de la cupidité des autres, et j'avais fini par la transformer en la plus grande personne cupide de l'histoire. J'ai également pris mon vieux agenda, celui en papier, avec une couverture rigide noire. J'ai feuilleté les pages jaunies jusqu'à trouver les contacts que je n'utilisais plus depuis des années. Maître Bertrand, mon avocat fiscaliste, un homme qui pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin fiscale. Daniel Leblanc, directeur général de la banque, qui avait commencé comme caissier à l'époque où je commençais à vendre des quiches devant l'école. Je n'étais pas un petit vieux sans défense. J'étais un lion qui avait décidé d'hiberner, et maintenant, la faim était revenue. Je suis allé à la cuisine préparer un café. L'odeur de la mouture infusant dans le filtre en papier apportait une sensation de normalité. Pendant que l'eau bouillait, je réfléchissais au nombre de fois où j'avais été sous-estimé dans ma vie. Quand j'avais commencé, on disait qu'un homme seul avec un enfant n'arriverait pas à gérer une affaire. J'y étais arrivé. Quand j'avais voulu me développer dans les mariages, on s'était moqué de moi. On disait que je n'avais pas de raffinement. J'avais étudié l'étiquette, engagé les meilleurs chefs et dominé le marché. Quand le traiteur avait pris feu en 98, on disait que c'était ma fin. J'avais tout reconstruit en 6 mois, plus grand et meilleur. Et maintenant, ma propre fille me regardait comme si j'étais un vieux meuble qui gênait la décoration. Ne me suis pas vieux. La phrase résonnait, mais maintenant elle frappait un bouclier. Elle n'avait pas vu le père, elle avait vu la carcasse. La société fait ça avec nous, n'est-ce pas? Après 60 ans, on devient invisible. Personne ne demande ce qu'on sait, ce qu'on a déjà fait, qui on a terrassé pour être là. Ils ne voient que les cheveux blancs, les rides, les pas plus lents. Ils pensent que le cerveau se ride en même temps que la peau. J'ai pris une gorgée du café fort, sans sucre. L'amertume est descendue en brûlant, réveillant chaque cellule de mon corps. Camille pensait avoir le contrôle, parce que je laissais la carte dans ses mains. Elle pensait être propriétaire de l'appartement où elle habitait, parce que je n'avais jamais demandé de loyer. Elle conduisait la voiture qui était à mon nom comme si elle était une reine dans un carrosse. Elle avait confondu bonté avec faiblesse, générosité avec obligation. J'ai regardé l'horloge au mur. Il était 4 heures de l'après-midi. Les heures d'ouverture de la banque étaient terminées pour le grand public, mais pour les clients de mon rang, la banque ne ferme jamais. J'ai repris mon téléphone. Il y avait 42 appels manqués de Camille et un message vocal. J'ai cliqué pour l'écouter, portant l'appareil à mon oreille. « Papa, pour l'amour de Dieu. La carte ne passe nulle part. Je suis au salon de coiffure et je ne peux pas payer. » La coiffeuse me regarde de travers. « Règle ça maintenant. Tu as dû appuyer sur un mauvais bouton sur ton vieux téléphone. Appelle-moi. » Aucune excuse. Aucun je suis désolé. Juste des ordres et des plaintes. Elle pensait encore que c'était une erreur technique. Elle pensait encore que j'étais incapable de manipuler la technologie. Tu as dû appuyer sur un mauvais bouton. J'ai lâché un rire court et sec. Ah, ma fille, j'ai appuyé sur le bon bouton. Pour la première fois en des années, j'ai appuyé sur le bouton exact. J'ai composé le numéro de Maître Bertrand. Il a répondu à la 2e sonnerie. Michel, quel honneur.
À quoi dois-je le plaisir de cet appel après tout ce temps? Il s'est passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose, Bertrand. Il s'est passé que je me suis réveillé. Comment ça, Michel? Bertrand, j'ai besoin d'un audit complet. Je veux tracer chaque centime qui est sorti de mon compte principal ces 5 dernières années, et j'ai besoin que tu prépares les papiers de reprise de possession. Reprise? De quel bien? Du commercial avenue du Général de Gaulle? Non, de l'appartement du 7e étage dans le 15e arrondissement. Bertrand est resté silencieux un moment. Il savait qui y habitait. Michel, tu parles de l'appartement de Camille? Exactement. Et je veux la voiture aussi. Cette Mini Cooper rouge est encore au nom de l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, comme immobilisation. Mais Michel, ça va faire un sacré bordel. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, mon ami. La fête est finie. Le buffet est fermé. J'ai raccroché le téléphone avec une étrange sensation de pouvoir. Ce n'était pas de la vengeance, je me le suis répété. C'était de la justice, c'était de l'éducation. J'avais échoué à enseigner la valeur de l'argent et du respect quand elle était enfant. Maintenant, je devais enseigner de la manière difficile. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai ouvert l'armoire. J'en ai sorti un blazer bleu marine de coupe impeccable que je portais aux réunions du conseil d'administration. L'odeur de naphtaline dont Camille s'était en plainte n'existait pas. Le vêtement sentait la lavande et le succès. J'ai enfilé le blazer par-dessus ma chemise de coton. Je me suis regardé dans le miroir. La personne qui me fixait en retour n'avait pas les yeux embués de celui qui avait été humilié au supermarché. Elle avait le regard ferme de celui qui avait négocié des contrats de millions. J'ai attaché mes cheveux en un chignon plus haut, plus austère. Demain serait une longue journée. Je n'allais pas seulement couper l'argent, j'allais couper les racines pourries pour voir si l'arbre avait encore une chance d'être sauvé. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Camille. C'était la gardienne de son immeuble. Madame Géraldine, une femme âgée que je connaissais bien et à qui j'envoyais toujours un panier garni à Noël. Monsieur Rousseau, désolé de déranger. Vous pouvez parler, Madame Géraldine. C'est que Mademoiselle Camille est arrivée maintenant. Elle fait un scandale dans le hall parce que la carte d'accès au parking ne fonctionne pas. Elle crie que c'est la faute de la copropriété. J'avais oublié ce détail. Les charges de copropriété étaient également débitées automatiquement sur ma carte, celle que j'avais bloquée. J'ai respiré profondément, sentant un pincement de pitié que j'ai vite écrasé. Madame Géraldine, la carte n'est pas défectueuse. Le paiement n'a pas été effectué. Ah bon? Et qu'est-ce que je lui dis, monsieur Rousseau? Elle menace de me faire renvoyer. Dites-lui, Madame Géraldine, que pour renvoyer quelqu'un, il faut d'abord que la personne soit propriétaire de quelque chose, et dites-lui que la voiture devra rester dans la rue ce soir. Vous êtes sûr, monsieur? C'est dangereux. Le monde est dangereux, Madame Géraldine. Elle doit apprendre à y faire face sans mon bouclier. Bonne soirée. J'ai raccroché le téléphone et je suis allé à la fenêtre. Le soleil se couchait, teintant le ciel de Montreuil d'orange et de violet. La nuit serait difficile pour Camille, mais ce serait la première nuit de liberté pour Michel. J'ai pris un stylo et un bloc-notes. J'ai commencé à écrire la liste des tâches pour le lendemain. Point 1, aller à la banque en personne. Point 2, annuler définitivement les cartes additionnelles. Point 3, visiter l'agence immobilière. Je me suis arrêté et j'ai regardé la liste. Il manquait quelque chose de symbolique. J'ai écrit le point 4. Acheter l'huile de truffe ailleurs, parce que la blanquette du dimanche allait quand même sortir. Mais cette fois, seuls ceux qui méritaient de goûter à ma cuisine seraient assis à table. Et pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiétais pas si la chaise de ma fille serait vide. Le Michel Papapoule était sorti de scène. Le patriarche venait de prendre le commandement et il ne rigolait pas. Je me suis réveillé avant même que le coq ne pense à chanter. L'horloge à aiguille sur ma table de chevet marquait 4h30 du matin, mais mon corps était déjà debout, bouillonnant d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis l'inauguration de ma 3e succursale en 95.
Je n'ai pas fait le café filtre aujourd'hui. J'ai utilisé la cafetière électrique italienne que j'avais gagnée à un tirage au sort et que je n'avais jamais sortie de sa boîte. La journée exigeait praticité et force, pas nostalgie. Pendant que l'arôme fort du café remplissait la cuisine, j'ai enfilé mon armure, pas la chemise de coton du grand-père du supermarché, mais un ensemble de lin beige, sobre et élégant, qui allait avec les chaussures à petits talons qui faisaient un toc-toc autoritaire sur le parquet. J'ai mis mes lunettes de lecture suspendues à une chaîne dorée autour du cou et j'ai pris le dossier en cuir marron. Le Michel qui faisait des quiches était resté à la maison. Celui qui est sorti par la porte était Monsieur Michel Rousseau, ancien propriétaire de Saveurs et Délices. Mon premier arrêt n'était pas chez Camille, je ne l'ai pas non plus appelé. Le silencieux est une arme puissante et j'étais prêt à l'utiliser. Je suis allé directement à l'agence centrale de la banque, celle avec des portes tournantes blindées et la climatisation qui fait oublier qu'on vit dans un pays qui peut être chaud. Daniel Leblanc m'attendait dans le bureau vitré du 2e étage. Quand je suis entré, il s'est levé immédiatement. Daniel savait qui j'étais. Il avait vu mes dépôts passer de ventes de quiches à des transactions immobilières de millions. « Monsieur Rousseau, quelle bonne surprise. Vous voulez de l'eau? Un café ?» a-t-il demandé avec ce respect authentique que l'argent achète, mais que l'intégrité maintient. « J'accepte un café noir, Daniel, et j'ai besoin que tu appelles le responsable des comptes numériques. On va faire un grand ménage aujourd'hui. » J'ai passé les 2 heures suivantes à signer des papiers et à autoriser des blocages. J'ai annulé non seulement les cartes de crédit additionnelles, mais révoqué les procurations qui donnaient à Camille le pouvoir de mouvementer certaines applications mineures. J'ai annulé le prélèvement automatique des charges de son appartement. Électricité, copropriété, Internet à très haut débit, abonnement Netflix et Spotify qu'elle utilisait constamment. « Vous êtes sûr pour l'électricité et la copropriété, monsieur ?» Daniel a demandé, le stylo suspendu dans l'air, hésitant. « La coupure d'électricité est rapide aujourd'hui, avec ses compteurs numériques. Je suis sûr, Daniel. J'ai ajusté mes lunettes. Ma fille doit apprendre que la lumière ne vient pas de l'interrupteur. Elle vient du travail. Et s'il fait noir, peut-être qu'elle finira par voir quelque chose. Je suis sorti de la banque avec la sensation du devoir accompli, mais mon estomac se nouait. Ce n'est pas facile de retirer le tapis sous les pieds de celle qu'on a portée dans ses bras. Mais je me suis souvenu de son cri au supermarché. « Ne me suis pas, vieux !» Ce cri a été le carburant pour monter dans le taxi et donner l'adresse du cabinet de Maître Bertrand, dans le centre-ville. En chemin, mon téléphone a vibré. C'était Camille. Encore et encore, les messages textes explosaient sur l'écran. « Papa, Internet à la maison est coupé. » « Qu'est-ce qui se passe? Papa, la gardienne a dit que la facture de copropriété est revenue. Tu es sénile. Tu as oublié de payer? Réponds. J'ai un déjeuner avec les filles du yoga et mon Uber n'accepte pas mon inscription. » J'ai souri du coin des lèvres. Sénile. Le vieux sénile était maintenant assis dans un fauteuil en cuir véritable dans le cabinet d'un des avocats les plus chers de Paris, traçant la stratégie pour récupérer ce qui était à lui. Bertrand, un homme chauve au visage sérieux qui me connaissait depuis 30 ans, lisait mes notes avec une expression grave. « Michel, juridiquement, l'appartement est à toi. La voiture est de l'entreprise inactive qui est à toi. Elle y habite par commodat verbal. Une faveur. Tu peux le reprendre à tout moment, mais c'est ta fille. » Exactement. Parce que c'est ma fille, Bertrand. J'ai créé une handicapée émotionnelle. Elle a 33 ans et ne sait pas combien coûte un litre de lait. J'ai besoin que tu rédiges une notification extrajudiciaire d'expulsion. Il a écarquillé les yeux. Non, Bertrand, quel vilain mot. Appelons ça une demande de libération pour usage personnel. Donne-lui 30 jours et je veux la voiture de retour dans 48 heures. L'assurance auto est en retard. Je l'ai vue dans le système ce matin. Elle roule dans une voiture et ne paie pas l'assurance. Risque à mes frais. Bertrand a soupiré, mais a commencé à taper. Le son des touches était de la musique à mes oreilles. C'était le son de l'ordre qui se rétablissait dans le chaos que j'avais laissé s'installer. Fais livrer ça par porteur aujourd'hui.
Maintenant, ai-je ordonné en me levant. Je veux que ça arrive entre ses mains avant le déjeuner. Je suis sorti du cabinet et j'ai décidé qu'il était temps de voir le terrain de près. J'ai demandé au chauffeur de taxi de m'emmener dans le 15e arrondissement. J'avais les clés de l'appartement, bien sûr, je les avais toujours eues. Cette fameuse copie d'urgence que Camille pensait être rangée dans un tiroir oublié. La gardienne, Madame Géraldine, a écarquillé les yeux quand elle m'a vu descendre du taxi. Je n'avais pas l'air du gentil monsieur qui apportait de la tarte au citron, j'avais l'air du propriétaire de l'immeuble. « Bonjour Madame Géraldine, Camille est là ?»« Bonjour Monsieur Rousseau. » Elle est sortie à pied, furieuse, il y a environ 20 minutes. Elle a dit qu'elle allait à la banque se battre avec le directeur. La voiture est restée là devant. Il paraît qu'elle est en panne d'essence. En panne d'essence, une voiture de 30 000 € garée comme un presse-papier géant parce que la princesse n'avait pas d'argent pour le carburant. Parfait, je vais monter. J'ai besoin de faire une inspection. Une inspection? Mais mademoiselle Camille, la propriétaire de l'appartement, c'est moi, Géraldine. Camille n'est que la locataire qui a oublié de payer le loyer. Je suis monté par l'ascenseur. Le miroir doré du hall reflétait un homme que je réapprenais à aimer. J'ai moi-même ouvert la porte de l'appartement. L'air était vicié, fermé, les rideaux étaient tirés, bloquant la vue magnifique sur la tour Eiffel qui avait coûté une fortune. Ce que j'ai vu à l'intérieur a fait mal à mon cœur de père, mais a allumé le signal d'alarme rouge dans mon cerveau d'entrepreneur. Il y avait des vêtements de marque jetés sur le canapé en lin italien, des boîtes de chaussures importées empilées sur la table à manger, des restes de nourriture livrée, sushis, salades gastronomiques éparpillées sur le plan de travail de la cuisine américaine, une bouteille de champagne ouverte et plate à moitié sur le sol, près du tapis persan. Ce n'était pas une maison, c'était un campement de luxe d'une adolescente attardée. J'ai marché dans l'appartement en touchant les meubles poussiéreux. La femme de ménage que je payais en plus n'avait pas dû venir aujourd'hui non plus, puisque j'avais coupé le virement hebdomadaire hier soir. L'ironie était palpable. Sans l'argent du vieux, la princesse vivait dans une porcherie. J'ai entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir violemment. Des pas rapides et énervés sont entrés dans le hall. Quel enfer! Personne ne me répond dans cette putain de banque. La voix de Camille a résonné stridente. Et maintenant la lumière du salon ne s'allume pas. Mais c'est quoi cette merde? J'étais assis dans le fauteuil principal du salon, dos à la fenêtre, dans la pénombre. La lumière ne s'allume pas parce que la facture n'a pas été payée, Camille. Ma voix est sortie calme, remplissant l'espace. Elle a sursauté, portant la main à sa poitrine, a lâché son sac par terre. « Papa, tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu fais ici dans le noir? Et comment tu es entré? » Je suis entré avec ma clé dans ma maison. Camille a soufflé, levant les yeux au ciel, cette arrogance revenant dès que la peur était passée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre et a ouvert les rideaux avec force, laissant la lumière de midi envahir le salon et illuminer le désordre. « Ta maison? Ah, ça y est, le drame commence. Papa, arrête ça. La honte que tu m'as fait vivre au supermarché hier ne suffit pas? Mes amis m'envoient des messages pour demander si on a fait faillite. Tu te rends compte de ce que c'est? Je me rends compte. Faillite est un mot fort, mais insolvabilité définit mieux ton état actuel. Je me suis levé lentement, lissant le lin de mon pantalon. Je suis venu ici pour voir comment tu t'occupes du patrimoine familial, et je dois avouer que je suis déçu. Camille a ri, un rire nerveux et moqueur. Patrimoine? Cet appartement, papa, c'est à moi. Tu me l'as donné quand j'ai eu mon diplôme. Je t'ai donné les clés pour y habiter, Camille. Je n'ai jamais transféré l'acte de propriété. Tu n'as jamais payé un impôt foncier, jamais payé une charge de copropriété. Tu vis par faveur dans un bien évalué à 1 200 000 € et tu traites le propriétaire comme s'il était un mendiant de rue. Le visage de Camille a changé. La pièce commençait à tomber, mais elle luttait encore contre la réalité. Tu me jettes ça à la figure? C'est ça, parce que j'ai crié sur toi? Ah, pour l'amour de Dieu, papa. J'étais stressé. Tu es arrivé avec ces vieux vêtements, ce sac de course. J'ai une image à préserver, image.
J'ai marché jusqu'à la table à manger et j'ai pris un sac Chanel jeté sur une chaise. Ce sac coûte ce que je gagnais en 6 mois en faisant des quiches. Tu préserves ton image avec ma sueur, mais la source s'est tarie, ma fille. Camille a essayé de prendre le sac de ma main, mais je l'ai tenu fermement. « Rends-le-moi, tu es fou? Je vais appeler maman. Ah oui ?» Elle s'est arrêtée, réalisant la cruauté de ce qu'elle allait dire. Ou peut-être réalisant simplement qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. Ta mère aurait honte de la femme que tu es devenue. J'ai parlé bas, mais chaque mot pesait une tonne. J'ai tout coupé, Camille. Les cartes, la location, les paiements automatiques, la voiture en bas, la dépanneuse vient la chercher demain matin parce qu'elle est au nom de l'entreprise et j'ai demandé sa restitution. Elle a écarquillé les yeux, la panique remplaçant enfin la colère. Tu ne peux pas faire ça. Comment je vais vivre? Comment je vais manger? Tu es diplômé de Sciences Po, non? Dans une des universités les plus prestigieuses du pays que j'ai payé comptant. J'ai pointé la porte. Il y a beaucoup d'offres d'emploi là-bas. J'ai entendu dire que le supermarché où tu m'as humilié recrute des caissières. Peut-être que tu apprendras à valoriser l'argent des autres quand tu devras rendre la monnaie. À ce moment, la sonnette a retenti. Camille a regardé la porte, puis moi, confuse. « Qui c'est? Tu as appelé la police ?» Non, ça doit être le porteur de Maître Bertrand. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Un jeune homme à moto, avec son casque à la main, m'a tendu une grande enveloppe Kraft cachetée. J'ai signé l'accusé de réception avec mon écriture soignée et ferme. J'ai fermé la porte et j'ai tendu l'enveloppe vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait. Elle n'a pas pris l'enveloppe. Elle a reculé de 2 pas comme si le papier était radioactif. C'est la réalité qui frappe à la porte, Camille. C'est une notification extrajudiciaire. Tu as 30 jours pour libérer ce bien. Libérer? Tu m'expulses de ma maison? Les larmes ont commencé à couler, mais je savais différencier les pleurs de tristesse des pleurs de manipulation. C'étaient des pleurs de celle qui a perdu son jouet. Je récupère mon bien immobilier. Tu peux habiter ici si tu veux, mais nous devrons signer un contrat de location. Loyer du marché et le garant ne peut pas être moi. Camille s'est laissée tomber sur le canapé. Le même canapé où elle avait dû rire avec ses amis du vieux qui la suivait. Elle a ouvert l'enveloppe, déchirant le papier avec désespoir. Ses yeux couraient sur les lignes juridiques, incrédules. Commoda, précaire. Papa, c'est ridicule. Je suis ta fille unique. Tu vas me laisser dans la rue? Non, tu as 30 jours et tu as la santé et tu as la jeunesse. Des choses que je n'avais pas quand je suis devenu veuf et que je t'ai élevé seul. J'ai marché vers la sortie. Ma main a touché la poignée froide. Je voulais courir et la serrer dans mes bras. Je voulais. Une partie de moi criait de dire que tout était faux, de rendre la carte et de faire un chocolat chaud. Mais le patriarche en moi tenait les rênes. L'amour doit parfois être chirurgical et la chirurgie fait mal. Ah, et Camille, je me suis arrêté avant de sortir, la regardant recroquevillée sur le canapé, entourée de luxe qui ne lui appartenait plus. Cette huile de truffe que je voulais acheter hier, c'était pour faire ton plat préféré dimanche. Mais je pense que dimanche, tu seras occupé à chercher du travail. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Pendant que l'ascenseur descendait, j'ai senti mes jambes trembler légèrement, mais mon âme était légère. La première pièce du domino était tombée et le bruit qu'elle avait fait n'était pas de destruction, c'était de construction. Je démolissais la façade pour essayer de sauver les fondations. En arrivant sur le trottoir, le soleil brillait fort. J'ai regardé la voiture de Camille. Ma voiture garée sur la place Visiteur, imposante et inutile, sans essence. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai composé le numéro de l'agent immobilier qui s'occupait de mes entrepôts. « Allô, Cynthia, c'est Michel Rousseau. J'ai besoin que tu évalues le loyer d'un appartement dans le 15e. C'est celui-là même. Il va se libérer bientôt ou il va avoir une locataire qui va enfin payer ce qu'elle doit. » J'ai raccroché et j'ai respiré profondément l'air pollué de la rue, qui pour moi sentait la liberté. La guerre était déclarée et le général Rousseau venait de gagner la première bataille sans tirer un seul coup de feu, en utilisant seulement l'arme la plus létale qui existe, le stylo d'un père qui en a eu assez d'être une banque. Les 3 jours qui ont suivi ma visite à l'appartement ont été d'un silence bruyant.
Mon téléphone n'a pas sonné, mais les nouvelles arrivaient. La gardienne Géraldine, fidèle écuyère, me racontait les détails. La dépanneuse, emportant la Mini Cooper rouge sous les cris hystériques de Camille au milieu de la rue. Les amis du supermarché, ces mêmes qui parlaient de l'odeur de naphtaline, arrivant en Uber pour chercher quelques vêtements prêtés et repartant la tête basse quand elles découvraient qu'il n'y aurait pas de déjeuner payé avec ma carte. La vie d'apparence de ma fille s'effondrait comme un château de cartes un jour de grand vent. Et je regardais tout depuis mon pavillon à Montreuil, le cœur serré, mais la conscience tranquille de celui qui applique le remède amer nécessaire pour guérir une maladie grave. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tentative de contre-attaque se produise. Je savais que Camille n'accepterait pas la défaite sans essayer de me manipuler une dernière fois. Elle a fixé une réunion, pas chez moi, parce que son orgueil ne lui permet pas de mettre les pieds en banlieue, mais au cabinet de maître Bertrand. Elle pensait qu'en amenant une avocate de pacotille, probablement une ancienne amie de fac ou une connaissance de club de sport, elle arriverait à m'intimider. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans la fosse au lion, habillée en agneau. Je suis arrivé au cabinet 15 minutes en avance. La climatisation était glaciale et l'odeur de café expresso et de bois verni me rappelait les jours où je négociais des contrats avec de grandes chaînes hôtelières. Je portais un tailleur gris anthracite et une cravate sobre. Quand Camille est entrée, le contraste était choquant. Elle était sans maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval mal faite et portait un jean et un pull. Son avocate était une jeune femme qui avait du mal à tenir sa mallette et transpirait à grosses gouttes en voyant la bibliothèque juridique de Bertrand derrière le bureau en acajou. « Finissons-en avec cette farce, papa », a dit Camille en s'asseyant sans saluer. Elle tapait du pied frénétiquement sur le sol. « Maître Sophie va expliquer que tu ne peux pas m'expulser et que j'ai droit au maintien de mon niveau de vie par, comment ça s'appelle déjà, principe de solidarité familiale et obligation alimentaire, a bégayé la jeune femme en ajustant sa veste. J'ai respiré profondément et j'ai souri. Ce sourire calme qu'on donne à l'enfant qui fait une crise par terre au supermarché. « Maître Sophie, c'est ça ?» Bertrand est intervenu avec la voix grave de celui qui a 40 ans de barreau. « Avant de parler de droit, parlons des faits. Mademoiselle Camille a 33 ans, une santé parfaite, 2 diplômes d'enseignement supérieur et aucune incapacité physique ou mentale. Papa n'est pas obligé de faire vivre les grandes personnes. » Camille a frappé sur la table. « Il m'a habitué comme ça. Il a créé la dépendance. Maintenant, il veut retirer le tapis. C'est de la maltraitance psychologique. Je vais vous poursuivre pour dommages moraux. Mes amis se moquent de moi. J'ai dû emprunter de l'argent pour venir en métro jusqu'ici. Le métro. Papa, tu te rends compte de l'odeur qu'il y a là-dedans? Je me rends compte, Camille. Ma voix a coupé son caprice comme un couteau aiguisé. C'est l'odeur des travailleurs, l'odeur de ceux qui se lèvent tôt pour construire le pays pendant que tu dors jusqu'à midi et que tu dépenses ce que tu n'as pas. J'ai ouvert ma mallette en cuir, j'en ai sorti non pas une notification, mais un dossier. Je l'ai posé sur la table juste devant elle. Tu as dit que je te dois le niveau de vie, n'est-ce pas? Voyons ce que tu as fait du niveau que je t'ai donné. J'ai ouvert le dossier. C'étaient des photos de l'appartement immonde, des copies des amendes de stationnement qui arrivaient à mon entreprise, des relevés montrant des dépenses dans des instituts de beauté, des boutiques de luxe, des restaurants gastronomiques. L'avocate a pris l'un des papiers, l'a lu et a pâli. « Camille, tu as dit que l'argent était pour des frais de subsistance basiques. Ici, il est écrit Sephora, Dior, Le Meurice. Ça complique la thèse du besoin alimentaire. » Camille a arraché le papier de ses mains. « Ferme-la, Sophie. Tu es de quel côté? Papa, c'est une invasion de la vie privée. C'est un audit, ma fille. » J'ai appuyé mon dos contre la chaise, croisant les mains. Tu as vécu toute ta vie en pensant que j'étais un vieux ignorant qui avait eu de la chance en vendant des quiches. Tu as crié au supermarché pour que tout le monde entende que tu avais honte de moi. Mais tu ne t'es jamais demandé d'où venait tant d'argent. J'ai fait signe à Bertrand. Il a allumé le projecteur sur le mur du bureau.
Une feuille de calcul est apparue avec des chiffres qui ont fait sauter les yeux de Camille et de l'avocate hors de leurs orbites. « Tu penses que je suis riche, Camille, mais tu n'as aucune idée de l'ampleur de ma fortune. » Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'écran. Saveurs et délices a été vendue pour une bonne somme. Elle a été vendue pour 3 800 000 €. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement d'une mouche. Camille a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé le chiffre sur l'écran, puis moi, puis le chiffre à nouveau. Des millions. Elle a murmuré, la voix défaillante, sans compter les biens immobiliers, sans compter les investissements en actions, sans compter les fonds immobiliers. J'ai continué, implacable. Je possède la moitié de ce pâté de maison où se trouve ton immeuble, Camille. Le supermarché où tu m'as humilié, l'immeuble est à moi. Il me paie un loyer tous les mois. La couleur a complètement disparu de son visage. Elle semblait sur le point de s'évanouir. Son avocate a commencé à ranger ses affaires dans sa mallette, réalisant qu'elle était entrée dans une bagarre de gros chiens avec un chaton. « Tu es propriétaire de l'immeuble du supermarché ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Je le suis, et M. Robert, le directeur qui t'a vu crier sur moi, m'a appelé hier pour s'excuser de l'incident. Il voulait interdire ton entrée là-bas. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai dit que tu n'aurais de toute façon plus d'argent pour y faire tes courses. » Camille a commencé à pleurer, mais cette fois ce n'était pas du théâtre, c'étaient les pleurs du regret tardif, les pleurs de la cupidité frustrée. Elle a réalisé à cet instant précis qu'elle avait mordu la main qui non seulement la nourrissait, mais qui aurait pu lui donner le monde si elle avait montré le minimum de respect et de gratitude. « Papa, je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis. Pas pour mon solde bancaire. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je me suis retenu. « Et le test, ma fille, tu as échoué avec mention. » L'avocate s'est levée. « Camille, face à ces faits et à la documentation, je ne peux pas poursuivre. C'est une cause perdue. Monsieur votre père a des preuves de mauvaise gestion des ressources. Commodat verbal révoqué. Je m'en vais. » Elle est sortie presque en courant, laissant Camille seule sur la chaise trop grande pour elle. Elle a regardé ses mains vides, sans sac de marque, sans bague, sans dignité. « Et maintenant ?» Elle a demandé avec la voix d'une petite fille. « Tu vas me laisser dans la rue, papa? Je n'ai nulle part où aller. Les filles, elles m'ont bloqué sur WhatsApp quand j'ai demandé à dormir sur leur canapé. Elles ont dit qu'elles ne voulaient pas de problème. J'ai regardé Bertrand. Il a acquiescé en me tendant le dernier document. Je ne suis pas un monstre, Camille, je suis ton père. Mais le père distributeur automatique de billets est mort dans cette allée des vins. J'ai fait glisser le papier sur la table jusqu'à elle. Voici ma proposition. » Elle a pris le papier avec les mains tremblantes, a lu l'entête. « Contrat de travail. » C'est exact. Je me suis rassis, j'ai encore des contacts. J'ai obtenu un poste pour toi dans la cuisine industrielle d'une amie, Madame Claudine. Tu commences lundi à 5 heures du matin. Cuisine. 5 heures du matin. Elle a fait une grimace de dégoût. La vieille habitude essayant de revenir. C'est à prendre ou à laisser. Le salaire est le minimum conventionnel. Plus les tickets restaurants et les tickets de transport. Avec ce salaire, tu peux louer un studio en banlieue nord. Je paie le premier mois de loyer et la caution. Après ça, c'est ton problème. » Camille a levé les yeux, indignée. « Tu as 3 800 000 € et tu veux que j'épluche des pommes de terre à 5 heures du matin. J'ai épluché des pommes de terre toute ma vie pour que tu boives du champagne, Camille. » Ma voix a tonné dans la pièce, la faisant se recroqueviller. « Maintenant, c'est ton tour d'apprendre combien coûte une pomme de terre. C'est ton tour de sentir le mal de dos et les ampoules aux mains. C'est ta seule chance de devenir quelqu'un de bien. » Elle a regardé le contrat, puis moi. J'ai vu la lutte interne dans ses yeux, l'orgueil blessé se battant contre le besoin de survivre. Elle a regardé la porte, pensant peut-être à sortir et tenter sa chance dans la rue, mais elle savait qu'elle ne tiendrait pas un jour. Elle ne savait rien faire.
Et si j'accepte? Elle a commencé doucement. Je peux rester dans l'appartement. Non, l'appartement va être loué et l'argent ira à une association caritative qui s'occupe de personnes âgées abandonnées. Tu habiteras là où ton salaire te le permettra. Camille a baissé la tête. Les larmes tombaient sur le papier à en-tête. Tu me détestes, a-t-elle sangloté. Au contraire, je t'aime tellement que je suis prêt à être le méchant de ton histoire pour te sauver d'être une incapable pour le reste de ta vie. Bertrand a tendu un stylo vers elle. Un stylo simple. Bic bleu. Pas le Mont Blanc qu'il utilisait pour signer ses propres documents. Camille a tenu le stylo. Sa main tremblait. Elle a lu les clauses. Horaire, subordination, uniforme obligatoire, interdiction d'utiliser le téléphone portable pendant le service. Chaque ligne était un clou dans le cercueil de la princesse qu'elle pensait être. « Je signe », a-t-elle dit, vaincue. « Mais je n'ai pas de vêtements pour ça. L'uniforme est fourni et les chaussures doivent être fermées et antidérapantes. Je peux te prêter une paire de mes chaussures orthopédiques. Elles sont excellentes pour rester debout toute la journée. » Elle m'a regardé, cherchant une trace d'ironie, mais n'a trouvé que du sérieux. Elle a signé. Le grattement du papier a résonné fort dans le silence de la pièce. J'ai récupéré le contrat et je l'ai rangé dans ma mallette. Bienvenue sur le marché du travail, Camille. Sois rue des Invalides, numéro 200, lundi. Ne sois pas en retard. Madame Claudine déduit du salaire. Je me suis levé et j'ai ajusté mon blazer. J'ai regardé ma fille qui semblait avoir rapetissé de 10 centimètres sur la chaise. « Ah, et Camille !» ai-je dit déjà à la porte. « Quand tu recevras ton premier salaire, si tu veux m'inviter à prendre un café à la boulangerie du coin, j'accepte, mais chacun paie le sien. » Je suis sorti du cabinet avec Bertrand juste derrière moi. Dans le couloir, il a touché mon épaule. « Michel, tu es l'homme le plus dur que j'ai jamais connu. » Le diamant ne brille qu'après avoir été taillé avec force, Bertrand. Camille était un morceau de charbon que j'essayais de polir avec du coton. Maintenant, on va voir si elle supporte la pression. Je suis entré dans l'ascenseur seul. Quand les portes métalliques se sont fermées, j'ai vu mon reflet. Je n'ai pas vu un vieux. J'ai vu un homme qui venait de réaliser l'affaire la plus difficile de sa vie. Renégocier l'âme de sa propre fille. La sensation de pouvoir ne venait pas de l'argent sur le compte, mais de la certitude que pour la première fois en des années, j'étais vraiment un père et pas seulement un portefeuille ouvert. Le vieux du supermarché avait disparu. À sa place, restait Monsieur Rousseau et le monde, y compris Camille, devrait apprendre à composer avec lui. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. J'avais faim. Faim de vivre et faim d'un bon plat que je paierais moi-même avec plaisir. Mais avant, je devais passer à l'agence immobilière. L'appartement du 15e arrondissement avait besoin de nouveaux locataires, des gens qui sauraient que la vue sur la tour Eiffel est un privilège, pas un droit divin. Le grand ménage était presque terminé, mais il restait encore à balayer la poussière finale, 6 mois. C'est le temps exact qu'il a fallu pour que la poussière retombe et que la vie trouve un nouveau cap. On dit que le temps guérit tout, mais je ne suis pas d'accord. Le temps sèche seulement la blessure. Ce qui guérit, c'est notre attitude. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon bureau improvisé au fond de la maison Sainte-Rita, je vois un jardin fleuri, où avant, il n'y avait que des mauvaises herbes. Ces fleurs, c'est moi qui les ai plantées, avec les mêmes mains qui ont été un jour rejetées par ma propre fille dans une allée de supermarché. Ma routine a complètement changé. Ce silence creux de mon pavillon à Montreuil a été remplacé par le bruit des travaux et des rires. Le loyer de l'appartement dans le 15e, qui est maintenant occupé par un couple de diplomates belges qui paient à temps et ne se plaignent pas des charges, est intégralement reversé à la rénovation de cette maison de retraite. L'endroit tombait en ruine, avec des personnes âgées vivant dans des conditions qui me faisaient pleurer. Mais Monsieur Rousseau n'est pas homme à pleurer, c'est un homme d'action. Avec l'argent du loyer et les dividendes de mes placements, nous avons changé le toit, peint les murs de couleurs vives et acheté de nouveaux lits, de ceux qui sont confortables et qui embrassent les dos fatigués. Je ne suis pas seulement le financeur,
Je suis là tous les jours, j'organise la cuisine, je me bats avec les fournisseurs qui veulent livrer des légumes flétris et les après-midi du mercredi, j'enseigne le tricot aux dames. Elles m'appellent le chef et j'aime ça. C'est mieux que vieux, c'est certain. Ici, mes cheveux blancs sont un signe d'autorité, pas de date de péremption dépassée. Et Camille. Ah, Camille. Les nouvelles arrivaient par Claudine, mon amie propriétaire du restaurant industriel. Les 15 premiers jours, Claudine m'appelait presque en pleurant de rire et de pitié. Michel, la petite, ne sait pas tenir un couteau. Elle s'est coupé le doigt 3 fois en épluchant des carottes, et elle se plaint, tu sais. Elle dit que l'odeur d'oignon ne part pas des mains, même avec la prière. J'écoutais simplement, le cœur serré mais ferme. Laisse-la, Claudine, ne lui facilite rien. Si elle arrive en retard, tu déduis. Si elle fait semblant d'être malade, tu la rappelles à l'ordre. Le 2e mois, les appels ont changé de ton. Michel, aujourd'hui elle est arrivée à l'heure et elle a mangé la nourriture des employés sans faire la grimace. On dirait que la faim a frappé, hein? Au 4e mois, la surprise. Michel, tu ne vas pas le croire, mais elle a eu une bonne idée. Elle a suggéré de changer la disposition des tables pour accélérer la livraison des plateaux repas. La petite a une vision de l'organisation. Elle tient de son père. Je l'ai promue assistante logistique. Le salaire a augmenté de 150 €. J'ai souri au téléphone ce jour-là. 150 €. Avant, Camille dépensait ça pour un brushing. Maintenant, Claudine me racontait qu'elle avait fêté cette augmentation comme si elle avait gagné au loto, parce que ça signifiait qu'elle pourrait acheter un ventilateur pour le studio où elle habitait en banlieue nord. Oui, elle habitait dans un studio sans climatisation centrale, sans gardien 24 heures sur 24, prenant 2 bus pour aller et revenir du travail. Je ne l'ai pas vue pendant tout ce temps. J'ai bloqué le contact direct pour ne pas tomber dans la tentation d'aider. L'aide réelle avait déjà été donnée, le choc de réalité. Mais aujourd'hui était le jour. Aujourd'hui, c'était le 5e jour ouvrable du mois, jour de paix. Mon téléphone a vibré sur la table en formica. Un message texte simple, sans émoji, sans drame. « Papa, le salaire est tombé. Cette invitation pour le café à la boulangerie tient toujours. Je paie le mien. » J'ai senti un froid au ventre que je ne ressentais même pas les jours de signature de gros contrats. J'ai répondu immédiatement. Boulangerie du coin à 17 heures. Ne sois pas en retard. Je suis arrivé à la boulangerie 15 minutes en avance. J'ai commandé un café noir sans sucre. Je suis resté à observer la porte, anxieux. Viendrait-elle en talons hauts, essayant de garder la pose? Viendrait-elle pour demander de l'argent en disant que l'expérience était valable, mais que ça suffisait? Quand la porte vitrée s'est ouverte, je ne l'ai presque pas reconnue. Camille est entrée. Elle portait un jean simple, des baskets aux pieds et un polo blanc en coton. Les cheveux qui vivaient avant lissés et pleins de lacs étaient attachés en un chignon simple, pratique. Le visage était propre, sans cette couche épaisse de maquillage qui cachait ses taches de rousseur naturelle. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'étaient les mains. Les ongles en gel, longs et pointus comme des griffes, avaient disparu. Les ongles étaient courts, propres, sans vernis. Des mains de celle qui travaille. Elle m'a vu et a souri. Un sourire timide, fatigué, mais vrai. Ce n'était pas le sourire de « je veux quelque chose », c'était le sourire de « je suis là ». Elle s'est approchée de la table et s'est assise en face de moi. Son odeur n'était plus ce parfum importé, écœurant, qui enflamme l'ambiance. Elle sentait le savon ordinaire et les épices, odeur de cuisine. « Salut, papa ». Sa voix était plus basse, moins stridente. « Salut, Camille ». Le serveur est venu à notre table. Camille a regardé le menu plastifié, avec une attention qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle a fait les comptes mentalement. J'ai vu ses yeux additionner. « Je vais prendre un café au lait et un croissant au beurre, s'il vous plaît. » Elle a commandé. « C'est tout, ma fille. Tu ne veux pas un morceau de tarte ?» J'ai demandé, testant le terrain. « La tarte coûte 7 €, papa. Le croissant coûte 2,50 €. Aujourd'hui, le budget permet le croissant. Je dois économiser de l'argent pour la facture d'électricité. Ce mois-ci, elle était élevée. J'ai avalé difficilement.
La leçon avait été apprise. Cette phrase valait plus que les 3 800 000 € que j'avais à la banque. Comment va le travail avec Claudine? J'ai demandé, sirotant mon café pour cacher l'émotion. C'est dur. Elle a soupiré, se frottant l'épaule. Mon dos me fait mal, mes pieds gonflent. Madame Claudine est un général comme toi, mais elle s'est arrêtée, regardant le mouvement de la rue à travers la vitre. Hier, on a livré 500 plateaux repas à un chantier. Le chef de chantier est venu féliciter l'organisation. Il a dit que la nourriture était arrivée chaude pour la première fois en plusieurs mois. Ses yeux ont brillé pendant 1 seconde. Je me suis senti bien, papa. Je ne sais pas expliquer. Je suis rentré chez moi, crevé. J'ai mangé des nouilles instantanées et je me suis effondré. Mais j'ai bien dormi, sans médicaments, sans anxiété. Je savais que j'avais gagné cet argent. Elle a sorti son portefeuille de son sac, un sac en tissu bon marché, et a compté les billets et les pièces pour payer le serveur qui apportait la commande. Papa, elle a commencé en passant le couteau sur le croissant. Je voulais te demander pardon. Vraiment pas parce que je veux récupérer l'appartement ou la voiture, mais parce que je me suis souvenu d'une chose. Je suis resté silencieux, attendant. Je me suis souvenu quand j'avais environ 7 ans. Tu rentrais du traiteur en sentant la graisse, avec les jambes gonflées, et tu t'asseyais quand même par terre pour jouer avec moi. J'avais honte de cette odeur, tu sais. Et maintenant? Maintenant j'ai cette odeur, et j'ai réalisé que ce n'est pas une odeur de saleté, c'est une odeur d'effort. Une larme a coulé sur son visage et est tombée sur la table métallique. J'ai tendu ma main et j'ai pris la sienne. Ses mains étaient rugueuses maintenant. C'étaient de vraies mains. Je t'ai élevée pour être une princesse, Camille. C'était mon erreur. Les princesses sont inutiles dans les contes de fées. Elles attendent juste d'être sauvées. J'aurais dû t'élever pour être une guerrière, mais je pense que la vie a corrigé mon erreur. La vie et toi, hein? Elle a ri, s'essuyant le visage avec la serviette en papier. Claudine m'a parlé de la maison de retraite, de ce que tu fais là-bas. Elle m'a dit, oui, elle a dit que tu rénovais tout. Papa, tu as une fortune et tu la dépenses pour le toit d'une maison de retraite. Elle a secoué la tête, mais il n'y avait pas de jugement dans le ton, seulement de l'admiration. Je pensais que l'argent servait à acheter des sacs. Tu utilises l'argent pour acheter la dignité des autres. J'ai été très bête. Tu n'as pas été bête. Tu étais aveugle, l'aveuglement de la facilité. Mais maintenant, tu vois, nous avons fini le café en parlant de choses banales. Le prix des tomates, la ligne de bus qui a changé de trajet, la série télévisée du soir. Des sujets simples, mais qui pour la première fois coulaient sans arrogance, sans supériorité. Je ne parlais pas avec une princesse futile, je parlais avec une travailleuse qui connaissait la valeur des choses. Quand nous avons demandé l'addition, j'ai fait mine de prendre mon portefeuille. Non, elle a été rapide, retenant mon bras. J'ai dit que je payais le mien et je paie le tien aussi. C'est mon invitation, Camille. Tu n'as pas besoin. J'ai besoin. Ça fait 13 €, tout compris. J'ai séparé 15. Le reste est pour le serveur. Elle a remis le billet avec une fierté qui brillait plus que n'importe quel diamant qu'elle avait porté. Nous sommes sortis de la boulangerie et le soleil de fin d'après-midi dorait le trottoir. Le mouvement de la rue était intense, des gens rentrant du travail, des bus bondés. Camille a regardé sa montre. « Je dois y aller, papa. Le bus passe dans 10 minutes, et si je le rate, seulement dans une demi-heure. Attends. » J'ai ouvert mon sac en tissu. Camille a reculé d'un pas, sur la défensive. « Papa, je ne veux pas d'argent. Sérieux. Je me débrouille. » Qui a dit que c'était de l'argent? J'ai souri, et j'ai sorti de mon sac une petite bouteille en verre foncé avec une étiquette élégante. Ses yeux se sont écarquillés. C'était l'huile de truffe. Celle-là même. Le motif de toute la confusion au supermarché 6 mois plus tôt. Tu l'as gardée? Non, celle-ci, je l'ai achetée aujourd'hui dans une petite épicerie du quartier. Rien de cette grande épicerie chic, mais le goût est le même. J'ai mis la bouteille dans ses mains. Dimanche, je vais faire cette blanquette de veau chez moi, à Montreuil.
Il n'y a pas de climatisation centrale, mais il y a un ventilateur au plafond et il y a papa. Camille a tenu l'huile comme si c'était un trophée. Ses lèvres ont tremblé. Je peux apporter le dessert? J'ai appris à faire une crème caramel que Claudine dit qu'on pourrait vendre. Tu peux, mais ne sois pas en retard. Le déjeuner sort à 13 heures pile. Elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte, serrée, sans dégoût, sans peur de froisser les vêtements. J'ai senti son corps maigre mais vigoureux. J'ai senti son cœur battre contre le mien. Merci, papa, de ne pas avoir abandonné, même quand je le méritais. Papa n'abandonne pas, ma fille. Papa éduque. Parfois l'éducation c'est un baiser, parfois c'est un contrat de travail. Elle s'est détachée, a souri encore une fois et a couru vers l'arrêt de bus. Je suis resté sur le trottoir à regarder ma fille monter dans le bus bondé. Elle est passée par le tourniquet, s'est accrochée à la barre d'appui et par la fenêtre m'a fait signe. Il n'y avait pas de honte sur son visage, il y avait de la vie. J'ai tourné les talons et j'ai marché en direction de mon pavillon. Mes jambes, avec presque 70 ans, marchaient fermement. Je ne me sentais pas vieux, je me sentais éternel. Je suis passé devant la maison Sainte-Rita. Monsieur Georges, pas le gardien mais l'un des résidents âgés, était sur la véranda fraîchement peinte, arrosant les plantes. « Bonsoir, monsieur Michel !» Il a crié. « L'odeur du dîner est excellente aujourd'hui. »« Bonsoir, monsieur Georges. C'est du bœuf bourguignon. » J'ai demandé d'y mettre du cœur. Je suis rentré chez moi et le silence n'était plus vide. C'était un silence de paix. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à préparer les légumes pour dessaler la viande. Pendant que l'eau coulait dans l'évier, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La société essaie de nous dire qu'après un certain âge, notre fonction est de rester dans un coin, bien tranquille, sans déranger, servant juste de distributeur de billets ou de babysitter pour les petits-enfants. Ils crient vieux, comme si c'était une insulte, comme si l'expérience était une maladie contagieuse. Camille a essayé de m'enterrer dans ce supermarché pensant que j'étais du passé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je suis une graine. Et une graine, quand on essaie de l'enterrer, c'est là qu'elle prend force pour percer la terre et devenir un arbre. J'ai récupéré mon patrimoine, oui, mais le plus grand profit n'a pas été les millions protégés ou le loyer de l'appartement. Le plus grand profit a été de voir l'humanité éclore dans les yeux de ma fille. J'ai séché mes mains sur le torchon et j'ai regardé le calendrier au mur. Dimanche était entouré en rouge. Déjeuner avec Camille. Michel l'entrepreneur avait gagné la bataille financière. Michel le père avait gagné la guerre du caractère. Et Michel l'homme, celui-là ne faisait que commencer à profiter de la meilleure phase de sa vie parce qu'il n'y a pas d'âge pour se redécouvrir puissant. Il suffit d'avoir le courage de fermer le portefeuille et d'ouvrir les yeux de ceux qu'on aime. J'ai éteint la lumière de la cuisine. L'odeur de la viande marinée commençait déjà à se répandre, promettant un dimanche de recommencement. Et pour la première fois en des années, je savais que ce déjeuner n'aurait pas le goût de la culpabilité ni du pot de vin. Il aurait la saveur incomparable, truffée et suée de la victoire. Si cette histoire vous a touché, mes amis, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, activez la cloche de notification et laissez un like. Surtout, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et si vous auriez fait la même chose à ma place. Parce qu'au final, être parent, ce n'est pas toujours être gentil. C'est parfois savoir dire non, savoir retirer pour mieux redonner, savoir blesser pour mieux guérir. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas, le respect ne s'achète pas, il s'enseigne.